it's as you want. I told you my French is better than my English, so if it's okay for you, I will speak in French. It's better in French because now I have already posed you two questions. Then Okay, it's your turn to okay, answer. no problem, because Okay. it will be more fluent, the answer. Ok. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire les causes en la dictature en Iran? Mhm. Il y a des multiples causes par rapport à la question de la dictature en Iran, dans le sens où ce pays n'a jamais été réellement, depuis 2 siècles, une démocratie libérale dans le sens où on l'entend en Europe en particulier. Je crois qu'il ne faut pas faire d'anachronisme et donc si on veut parler de démocratie, ben, il faudrait peut-être un petit peu plus situer les choses par rapport à leur contexte. Alors si vous me posez la question du régime actuel en particulier, j'imagine que c'est cela dont il s'agit, eh bien c'est la résultante d'une révolution qui a eu lieu en 1979 et qui était une révolution multidimensionnelle où la majorité de la population a participé et où, sans vraiment savoir pourquoi ils allaient voter et pourquoi ils se prononçaient, la majorité de la population s'est exprimée pour une révolution islamique et pour un régime islamique. Et donc, à partir de cette période, nous avons, ce qui est en Iran, une sorte de théocratie islamique, ce que les Iraniens appellent le Velayat Efari, qui est le gouvernement du jurisconsulte, qui donne la souveraineté à Dieu. Et ça, c'est la première cause du problème iranien. Il n'y a plus de souveraineté du peuple, mais la souveraineté appartient à Dieu. Et le représentant de Dieu, le guide qui représente Dieu, et le chef qui était Khomeini à l'époque et aujourd'hui Khamenei, qui est en droit de tout interpréter et tout exprimer par rapport à la population. En fait, en 1979, la population iranienne est allée voter pour une forme de pouvoir où il acceptait lui-même qu'il était mineur et que donc quelqu'un d'autre pouvait parler à sa place. Donc ça, c'est le cadre général du régime actuel, qui ne peut changer que si on change la constitution iranienne. Tant qu'on n'a pas changé cette constitution, tout changement peut être difficile. Ceci dit, dans le cadre de ce régime qui s'est mis en place, il y a eu des périodes différentes. Il y a eu des périodes différentes où, par exemple, un essai de libéralisation s'est mis en place. On cite souvent la période de Khatami, par exemple, pour cette ouverture, qui n'était en fait qu'une ouverture, à mon sens, interprétée surtout par les Occidentaux, dans le sens où Khatami avait un discours qui plaisait plus aux Occidentaux que ceux qu'Ahmadinejad qui l'a suivi. Et donc, la réalité des changements a été très, très, très minime. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé. Il y a eu beaucoup d'espoir en Khatami, mais pas de changement réel. Alors, on en arrive à la période actuelle qui semble être la plus dure de l'extérieur, mais qui, à mon sens, n'est pas réellement plus dure, c'est la réalisation du discours révolutionnaire de 1979. Quelqu'un comme Ahmadinejad essaye de mettre en place ce que Khomeini, à son époque, avait voulu faire. Il y a peut-être un danger supplémentaire ou un aspect encore plus négatif, c'est qu'il a une vision millénariste qui peut mener à toutes les dérives. Il croit en l'arrivée du 12e imam sur terre lorsque tout sera en chantier, lorsque le mal sera là, et donc il peut agir dans ce sens. Donc on peut dire que la dictature actuelle est la résultante de la révolution, et le paradoxe et le malheur étant que ce sont les Iraniens qui sont allés voter pour cela sans savoir pourquoi.
Mhm, bien sûr. Alors, la situation actuelle des femmes, sans que je veuille être très très longue, résulte à mon sens d'une part de ce qui s'est mis en place depuis le début du XXe siècle, c'est-à-dire le processus de modernisation, et d'autre part de ce qui s'est passé après la Révolution. Nous avons d'une part, en ce qui concerne la situation des femmes, et je crois qu'on ne pourrait pas comprendre ce qu'elles font si on ne se met pas en perspective, un processus de modernisation qui les a touchées, c'est-à-dire des dirigeants qui, à partir du début du XXe siècle, mais c'est surtout vrai à partir disons, de la moitié du XXe siècle et des années 60 dans le XXe siècle, ont essayé de faire de ces femmes iraniennes la vitrine de la modernité. Et donc ont accordé à ces femmes le droit de vote, leur ont accordé des droits et ont modifié les codes traditionnels de la famille, par exemple, qui étaient des codes musulmans, ont poussé les femmes à faire des études, ont construit des écoles, ce qui fait que depuis le début du siècle, mais plus particulièrement depuis les années 50, ces femmes iraniennes sont des femmes qui ont eu une éducation et qui ont appris à avancer dans un certain sens. On ne pourrait pas comprendre comment ça se fait que les femmes iraniennes aujourd'hui contestent. C'est pas parce qu'il y a seulement un régime qui leur déplaît, mais c'est parce qu'il y a eu toute une éducation qui s'est mise en place et qui a continué après la Révolution. Il était impossible pour le régime islamique de totalement faire taire les femmes et surtout de mettre fin à un mouvement qui était plus ancien. C'était plus simple dans un pays comme en Afghanistan. Et donc arrive la révolution iranienne dans ce contexte qui s'est mis en place avec un régime qui décrète que la femme doit reprendre sa place, c'est-à-dire une sorte de place de citoyenne de deuxième zone. Alors que les femmes iraniennes ont participé activement à la révolution et à la prise de pouvoir de Khomeini. Et donc enlève toute une série de lois qui étaient en leur faveur, en ce qui concerne le mariage, en ce qui concerne la garde des enfants, en ce qui concerne surtout les droits familiaux. Le régime actuel n'a pas pu faire grand-chose au niveau de l'éducation, ni au niveau, par exemple, du travail réellement, même si les travaux sont restreints et les études sont restreintes. Les femmes iraniennes ne peuvent pas faire toutes les études et ne peuvent pas travailler là où elles veulent. Et très très vite, et surtout le régime actuel a aussi imposé le voile, et plutôt que le voile, un uniforme particulier qui est celui des femmes iraniennes avec un foulard, des vêtements amples, mais qui n'est pas le foulard traditionnel des femmes iraniennes en tout cas. Et très très vite, ces femmes qui avaient revendiqué et avaient occupé la place publique se sont rendues compte qu'elles étaient les premières victimes de leur propre position. Et donc elles ont très très vite commencé à protester. Et les premières manifestations qu'il y a eu déjà dans les années 80 ont été vraiment écrasées de manière très brutale, avec de l'acide projeté sur les femmes, avec énormément de brutalité, ce qui fait que petit à petit, elles ont dû quand même faire marche arrière. Mais néanmoins, elles restent dans la population iranienne celles qui régulièrement essayent de revendiquer, parfois très modestement. On peut peut-être sourire de cette manière de protester, c'est-à-dire qu'une protestation, ce qu'elles appellent la protestation passive, peut être de laisser pendre un bout de cheveux d'en dessous du foulard. Ça peut être amusant, mais pour elles, c'est une sorte de protestation. Donc aujourd'hui, ces femmes constituent un groupe qui revendique pour leurs droits, pour l'égalité, pour la participation, et dans ce sens, elles peuvent être porteuses d'un changement pour l'avenir. Est-ce que tu penses que l'Occident a des préjudices vers l'islam, des idées
Mhm. Je crois que l'Occident commence, mais ce n'est peut-être pas la position qui est nouvelle, mais il y a ce qui me semble dangereux peut-être aujourd'hui et une tendance à vouloir essentialiser l'islam, c'est-à-dire essayer d'expliquer tout ce qui se passe dans les pays musulmans par l'islam lui-même et dire que voilà, s'il y a des problèmes, c'est l'islam. S'il n'y a pas de démocratie, c'est l'islam. Si les femmes sont sous le voile, c'est l'islam. C'est peut-être en partie vrai. Je ne suis pas en train de faire une défense d'une religion de manière naïve, mais l'erreur qui est dans ce cas-là, est l'erreur des Occidentaux, est de absolument gommer tout ce qui a été le contexte historique et ce que ont fait probablement les dirigeants des pays musulmans. Je crois qu'il ne faut absolument pas ignorer que les dirigeants des pays musulmans ont instrumentalisé l'islam, comme tout à l'heure j'ai dit que les femmes avaient été instrumentalisées. Ils ont eu besoin de l'islam pour maintenir leur position. Et donc, dire que c'est seulement l'islam, c'est enlever un certain nombre de possibilités d'interprétation. Parce que dans les pays musulmans, lorsque les dirigeants ont voulu faire des changements, ils l'ont fait. Il n'y a rien qui les a empêchés de modifier le code du commerce, rien qui ne les a empêchés de changer le code civil, rien qui les a empêchés, lorsqu'ils le voulaient, de changer la position des femmes. Alors, on ne peut pas dire que l'islam régit tout. Donc ça, je crois que c'est une erreur essentielle. L'autre erreur par rapport à l'islam serait de penser donc que rien n'est donc possible d'être modifié ou penser que dans les pays musulmans, et ça j'insiste là-dessus, l'authenticité serait que l'islam soit là et que donc il ne faut pas critiquer ni essayer de commenter de manière négative. Je ne parle pas de toutes les erreurs des éléments, je ne suis pas spécialiste des religions, mais je crois que dans l'ensemble, dans le regard que vous demandez, c'est deux erreurs importantes. Est-ce que tu penses qu'il existe une dissidence culturelle en Iran et quelles sont les chances qu'il y a? Il y a certainement une dissidence. Je ne sais pas quelle est l'explication exacte de dissidence. Il y a, d'une certaine manière, on peut dire que tous les Iraniens sont en dissidence parce que, d'une certaine manière, ils sont tous en train de critiquer le régime, plus ouvertement ou moins ouvertement. Ils se prononcent contre, ils ne sont pas contents, et donc il y a des mécontentements, certainement. Maintenant, est-ce que ce mécontentement peut basculer en opposition ouverte? Je crois que c'est un peu plus difficile parce que justement l'opposition qu'il peut y avoir de manière plus importante serait se prononcer dans le cadre de l'islam qui est imposé aujourd'hui. Et donc là, on touche à des questions, par exemple, une séparation du religieux et du politique. Effectivement, il y en a. Alors, il y a aussi en Iran une opposition qui se trouve peut-être à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur, qui est une opposition politique. Alors, combien de chances elle a de pouvoir s'exprimer? Il me semble que dans le cas iranien, il faut tenir compte et des éléments internes, comme par exemple ce qu'on appelle ici la crise du nucléaire et le consensus que ça pourrait créer à l'intérieur, et des éléments extérieurs, c'est-à-dire du soutien ou non des pays occidentaux à ce pays et des relations, par exemple, économiques qu'il maintiendrait, qui renforceraient le régime. Donc la dissidence existe, peut-être pas ouvertement exprimée. L'opposition existe aujourd'hui aussi, mais est-ce qu'elle a beaucoup de chances?
je ne veux pas être très pessimiste, même si ça va à l'encontre de mes propres désirs. Je ne crois pas qu'un changement pourrait être envisageable à court terme. Mais l'histoire est faite d'imprévus. Oui, de l'écriture. Écoutez, le thème est extrêmement passionnant et extrêmement aussi provoquant, parce que l'écriture, déjà à notre époque qui a oublié la plume, qui est l'époque d'Internet, des satellites, de la communication orale, est déjà quelque chose qui est intéressant en soi. Donc ça, c'est le cadre général qui mérite d'être quand même souligné. Et puis, d'une certaine manière, ce qui me semble très intéressant est que ce festival se tient dans un lieu qui est un lieu béni des dieux, si j'ose dire, un havre de paix, ce qui serait rêvé par tout écrivain en fait. C'est le lieu idéal pour méditer, pour écrire, pour réfléchir, pour se reposer aussi en tout cas. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment un ensemble cohérent très intéressant. Ceci dit, c'est vrai aussi que j'ai eu un tout petit peu de mal au départ de rentrer dans le cadre du festival, parce que pour moi, il était un petit peu insolite, parce que c'est son côté intéressant aussi. Il va dans tous les sens. Des spécialistes de toutes les disciplines parlent. Moi, je ne suis pas un écrivain de littérature, je suis un scientifique avec une écriture rigide, objective, tout ce que vous voulez. Donc, on a un petit peu de mal au départ à se laisser aller dans cette liberté qui peut être la nôtre. Et donc, bon, quelqu'un de très organisé, minutieux sur les minutes, etc., est pris au dépourvu au départ. Et donc, il fallait un petit peu de temps pour démarrer. Donc, maintenant que je suis à ma deuxième journée, j'ai bien démarré. Et malheureusement, pour moi, le festival se termine demain. Mais c'était intéressant de voir des sujets très différents. Et c'est vrai que pour certains d'entre nous, c'est l'occasion d'entendre des sujets que nous n'irions pas écouter peut-être dans d'autres conditions, parce qu'on n'aura pas le temps non plus. Hein. Mm-hmm. Merci beaucoup. Grazie mille. Pas. Aïe, aïe, aïe. No, J'ai fait des bêtises? no problem. Ah non, pas totalement. No, lasciarci. Ok. Grazie. Merci à vous. Je suis bavarde. Hein? E ne facciamo un'altra adesso tra 10 minuti circa su forse, cosa dici? Sì, sì. In English I am very short because I don't have so many Francesco, words. puoi sentire se senti ancora? I just set myself like this in this festival, you know. Just Prova, prova. Sai come? Prova, prova. Dopo facciamo paperissime. Bene. Nadine, cosa dici di questo Festival della Modernità intitolato alla scrittura, che ha dedicato una sezione così importante alla scrittura, alla libertà intellettuale, alla scrittura, alla dissidenza nella scrittura? Mi pare che questo festival è molto, molto interessante e specialmente perché Verdiglione ha organizzato questo convegno sul modo della libertà totale, libertà di scrittura, libertà di pensiero, libertà di pittura, libertà di tutto. E io ho incontrato qui, e non lo sapevo prima, dissidenti cubani. Era molto interessante, è la prima volta che vivono all'estero, che sono rifugiati, che sono in esilio
E lo stesso giorno, per esempio, abbiamo sentito dissidenti iraniani, tre uomini e una donna, che vivono in Italia, in Belgia, e mi pare che questi incontri, abbiamo fatto dei foto meravigliosi, perché 3 iraniani e 3 israeliani qui, e la bomba atomica che si deve venire sulla testa degli israeliani a Gerusalemme o Tel Aviv, chi lo sa, e questo abbraccio tra noi era meraviglioso, molto interessante, e abbiamo sentito cose, mi pare, importantissime. Io ho parlato dell'ebraismo, della scrittura dell'ebraismo, come la scrittura che è un'avventura, che prima di tutto che fu oralità, perché tutta la gente ha dimenticato che la Bibbia e il Talmud e i 5.000 libri della Kabbalah furono orali, e dopo sono venuti a essere scritti, ma erano per secoli, erano oralità. E per Verdiglione c'è un'importanza capitale a dire che la scrittura è soprattutto oralità. Dunque qui mi pare che in questo festival abbiamo sentito questa oralità e questa libertà e questi incontri meravigliosi che sono soprattutto lo scopo molto più importante dello congresso, dello convegno, mi pare. E qualcuno dice questa visione della scrittura. Con lui, per esempio, nell'informatica o nella pittura o nella politica. Dunque la scrittura non è come scritture, come la gente può pensare, scritture che scrittori. Non sono scrittori che sono venuti qui, scrittori sì, poeta sì, ma anche tutta la gente, politici, dissidenti, informatici, imprenditori. Dunque mi pare che questa diversità della parola scrittura è venuta in un modo molto molto ricco, e questo mi ha soprattutto interessata, sì. Sì, infatti questa è una novità davvero, e poi il prossimo congresso, Festival della Modernità di fine novembre, inviteremo anche dissidenti cinesi. Quindi proseguirà questa tavola rotonda, questo dibattito. È bellissimo. E senti, come una testimonianza da Gerusalemme, con quale tranquillità si vive oggi a Gerusalemme? Vedi, non è come il periodo dell'intifada, non è così adesso, in nulla, perché in questo periodo dell'intifada veramente era paura. Uscire la mattina non sapevano se torniamo nella sera, no all'università, no nel caffè, no alla cinemateca, non sappiamo. Adesso non è così, ma adesso il problema non è finito, perché Gaza è molto molto vicina di Ashkelon e di Sderot, e adesso il Hamas, come lo sapete, il Hamas è predominante, e il Hamas è il fondamentalismo islamico. È peccato perché il presidente è molto intelligente dei palestinesi, e c'era una speranza di trovare una soluzione finalmente, ma la venuta del Hamas al potere ha complicato le cose in un modo mi pare terribile, perché adesso per esempio non c'è nulla a Gerusalemme, o noi in Tel Aviv è tranquillissimo, ma invece loro come si dice, mandano missili su Sderot, che è una piccola città nel Negev, e c'è distruzione, ci sono morti, c'è distruzione, e come si fa? L'esercito israeliano ha aspettato per 2, 3, 4 mesi, e adesso no, adesso ha cominciato a bombardare. Dunque, per un'altra volta è un cerchio infernale che comincia, e non vedo il fine, perché tutto questo movimento è sostenuto dall'Iran e del Libano, del Hezbollah che è al Libano. Dunque la situazione è mi pare molto complicata un'altra volta, ma come si vive a Gerusalemme? Si vive normalmente,
Si vive normalmente, si va all'università, si va a lavorare, si va a passeggiare, si va a danzare, tutto si fa normalmente, ma è come quando ero qui, esattamente un anno fa, in giugno passato, e sono andata in Sicilia e sono tornata il 14 di luglio, era la guerra del Libano, una guerra molto, molto seria, molto, molto terribile perché tutto il nord fu bombardato non stop e anche Israele ha bombardato una grande parte del Libano. Dunque io non so, spero che domani mattina, quando ritorno a Gerusalemme, non è un'altra sorpresa, perché se ci sono sorprese io torno qui alla villa immediatamente. E noi ti accogliamo molto volentieri. Grazie tante. Senti, e le dichiarazioni di Ahmadinejad? Ecco, lui ha detto che non c'era nessun problema con l'Iran. Nessuno, ci sono invece contatti economici, furono contatti, ma adesso non so ciò che quest'uomo c'è una schizofrenia o qualche cosa, bisogna di una psichiatra per trattarlo, perché non capisco in nulla perché quest'uomo vuole mandare una bomba atomica su Tel Aviv. Che ragione? Non abbiamo frontiere comuni, non abbiamo assolutamente nulla. Dunque è una forma, ma ho capito dai dissidenti iraniani questi giorni qui in convegno che per lui è una questione di paura profonda, perché lui non è accettato nel suo paese. La verità è così, non è accettato. E dunque lui vuole mostrare dappertutto che l'Iran è un potere, è una nazione molto importante, e dunque questa bomba atomica non è soltanto una minaccia, è soprattutto una questione di paura interna. Quest'uomo, mi pare, lo ascolto dai dissidenti che sono qui e che sono benissimo informati, che è una questione di paura, perché il popolo resiste, il popolo iraniano non capisce questo, non vuole questo anti-americanismo pazzo, la gente non vuole. Dunque c'è un'antinomia tra questo regime un po' pazzesco e la popolazione. Ma non sappiamo nulla, non sappiamo nulla. Senti, c'è l'incontro tra intellettuali israeliani e palestinesi, per esempio? Sempre, sempre. A Bezzarella, all'Accademia dei Belle Arti, ci sono studenti miei che sono palestinesi, c'è sempre. Questo contatto non ha mai cessato? No. E questa cosa che è triste, perché la popolazione palestinese veramente vuole da molto tempo, vuole contatti diretti, vuole vivere in pace come gli israeliani, perché loro sanno che questa democrazia è autentica, dunque in Israele vogliono vivere così, non vogliono vivere sotto regimi fanatici. Dunque la popolazione, ci sono molti amici qua, in Ramallah, in Gerico e tutto, non in Gaza, non ho amici da qua, ma il desiderio della popolazione è ma il Hamas è tanto abile, perché lui non parla soltanto di guerra, di fanatismo, dà molti soldi alla popolazione per opere di carità. Ecco, qui un ospedale, qui una famiglia, ecco, aiutare, e dunque la popolazione è un po' strangolata perché non sa come fare, perché è il potere, e il Hezbollah aiuta il Hamas a dare milioni non per costruire una cosa reale, ma per fare un simulacro di aiuto, e così le persone possono sopportarle, perché non è facile come si dice, nelle strade di Gerico, di Ramallah o di Betlemme di vedere ogni tanto questi uomini
con un velo sulla faccia e con un fucile nella mano. Non è possibile. I ragazzi, i bambini sono fed up con questa, vogliono andare a scuola, vogliono vivere normalmente. Ma mi pare che noi non sappiamo la verità, è una questione di interessi e gli Stati Uniti sono interessati e l'Iran è interessato e il Hezbollah è molto interessata a mantenere questa, mi pare, sì, per usare armi, per vendere armi e la Russia anche lei. E dunque la situazione non è semplice, è una situazione molto complessa che se questi stati non fossero tanto interessati, mi pare che gli israeliani e i palestinesi avevano fra già molto tempo trovato una soluzione. Certo, quello che dicevo questa mattina anche nel video che era lì, che il regime o la dittatura si nutre della libertà del soggetto, Ecco. che è un'altra cosa della libertà intellettuale, libertà della parola. No? Ecco. La libertà, È vero. il regime si nutre del concetto di liberazione. Ecco, che è vero? un'altra cosa della libertà. È vero. Bene. E senti tu di che cosa stai scrivendo in questo momento? Io ho finito di scrivere per Verdiglione, per edizioni Spirali, William Turner, e Marco Castellucci, che è l'acquarellista italiano, e ho fatto un'opposizione tra i due, e il libro è uscito bello, perché l'edizione di Spirali, l'Arca, è bellissima, in 3 lingue, ma adesso io scrivo poemi, perché Verdiglione mi ha detto romanzi, finito, saggi, adesso poemi. Dunque poesia, sì, adesso. Brava. E cosa ti è piaciuto di questo libro su Turner e Castellucci? La luce, la luce, straordinario uso della luce, nell'uno o nell'altro. Uno grandioso, l'inglese, uno molto delicato, molto l'italiano, ma mi pare che questo mi ha affascinata. Sì, sì, assolutamente sì. Bene, allora ci sentiamo al prossimo congresso. Piacere, grazie. Enfin, la boîte de ce soir, ça, je ne connais pas. Alors, la première question que je voulais vous poser, c'est quel risque pour devenir un intellectuel en Iran qui ne suit pas le gouvernement? سوالی که میکنه اینه که چه ریسکایی هست که یه روشنفکر در ایران که دولت رو دنبال نمیکنه. که دولت پیرو دولت نیست. پیرو دولت نیست. از ریسکایی مثل زندان رفتن، سانسور شدن، ترک کشور هست تا بدترین وضعیت، یعنی اینکه نتونه بنویسه و ننویسه. Les risques sont multiples. Cela peut aller de la prison à la censure, en passant par l'exil et jusqu'à ce qui est le plus grave pour un écrivain, c'est-à-dire de ne pas pouvoir écrire. Et vous utilisez un mode, en tout cas en parlant dans vos écrits, je ne sais pas, mais en tout cas vous utilisez le mode de la satire. Par rapport à l'ironie, est-ce que l'ironie représente une immunité par rapport au réalisme dont vous parliez en ce qui concerne le système iranien qui peut fonctionner? Est-ce que l'ironie représente une immunité par rapport à ce réalisme? که شما که ساتیر می نویسین، آیا ایرونی یعنی شوخی و دوپهلویی از کمک میتونه بکنه از اینکه با دولت ور بیفتین؟ من همیشه همین کارو میکنم، یعنی از همین روش استفاده میکنم، یعنی همیشه از دو پهلو حرف زدن استفاده میکنم.
c'est en gros la méthode qu'il utilise. En général, il a recours à l'ironie et à l'approche, disons, plus cachée dans la parole. Et est-ce que ça fonctionne? Est-ce que le message a plus de chances de passer et moins de chances d'être censuré par ce biais-là? کار اینطوری به نتیجهتون میرسین؟ از سانسور جلوگیری میکنه؟ بله، چون کسایی که سانسور میکنن به اندازه خواننده های ما و به اندازه خود من باهوش هستن. باهوش هستن؟ آره. میفهمن منظورم چیه. Ça fonctionne, le message passe parce que ceux qui sont les spécialistes de la censure sont en tout cas aussi clairvoyants que lui-même et les lecteurs et donc peuvent comprendre le message. Mais donc, vous ne pouvez pas le censurer et continuer, c'est-à-dire la censure, il n'y a plus parce qu'il y a un message qui est quand même passé. موضوع اینه که وقتی که این حرفا رو اینطوری میزنین سانسور نمیشین؟ نه، بازم سانسور میشیم. بازم اینجوری هم میگیم باز سانسور میشیم. Même avec cette manière d'aborder les choses, effectivement, il est censuré. Donc vous n'êtes pas du tout édité en Iran? هیچ وقت در ایران چاپ نمی‌کننتون؟ 50 تا کتاب تو ایران چاپ کردم. Si, malgré tout, il a publié 50 livres en Iran. و به مدت 8 سال هر روز تو ایران کتاب چاپ کردم. Et pendant 8 ans, il a publié tous les jours en Iran, avec des éléments qui ont été censurés, mais il a quand même publié. و دوبارم زندان رفتم. Et il a été 2 fois en prison pour son écriture. Maintenant, vous ne vivez plus en Iran? الان که دیگه در ایران زندگی نمی‌کنید؟ الان در ایران زندگی نمی کنم، ولی همین الان در 2 تا روزنامه، یکی اینترنتی و یکی روزنامه چاپی توی ایران با اسم دیگری طنز می نویسم و خیلی هم خواننده دارم. Il ne vit plus en Iran pour le moment, mais il publie malgré tout dans 2 supports. Un support internet et, et une colonne dans la presse écrite, mais avec un nom d'emprunt. غیر از اون که در خارج از کشورم هر روز تو اینترنت می نویسم و از ایران روزانه به طور متوسط 40,000 تا خواننده از ایران دارم. À côté de ce qu'il écrit en Iran même, il écrit tous les jours par internet et il a aux environs de 40 000 lecteurs en Iran par son support internet. 4 سال از ایران اومدم بیرون و آخرین کتابم بهار پارسال در ایران چاپ شده. Il y a 4 ans qu'il est sorti d'Iran et son dernier livre est paru au printemps dernier en Iran. و تلاش دارم میکنم که سال دیگه بازم توی ایران کتاب چاپ کنم. Et ce qu'il essaye de faire, c'est de publier l'année prochaine encore en Iran. Et puis une dernière question, en tout cas pour ce qui me concerne, quels sont vos axes de bataille essentiels par rapport au message que vous voulez faire passer? Quels sont les axes de bataille essentiels? Quels sont les arguments ou c'est ça, voilà, la bataille principale. جنگ اصلیتون در برابر دولت فعلی چیه؟ اصل حرفی رو که میخواین بگذرونی که اصرارم میکنین. من جنگ اصلیم با دولت یا با دولت فعلی نیست. من جنگ اصلیم با همین دولت قبلی، هر دولتی بعداً بیاد هست و با مردم و همون کاری رو میکنم که هر طنز نویسی میکنه. یعنی وظیفه من پاره کردن اون نقاب‌هایی هست که آدما پشتش پنهان میشن. Son cheval de bataille, disons, n'est pas nécessairement le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel, le régime actuel, il a été les gouvernements antérieurs. Il sera les gouvernements ultérieurs, c'est aussi la population. En fait, en tant que satiriste, il essaye de dévoiler tout ce qui peut l'être à travers l'écriture. Donc il n'y a pas une cible actuelle, c'est dans le temps. Les régimes totalitaires
Non, tous les régimes, puisque c'est son travail. و با همه مردم. Et la population également. Son écriture, la population en général est aussi l'objet. من فقط در مورد سیاست نمی‌نویسم. Parce qu'il n'écrit pas seulement des sujets politiques. Ces sujets sont quotidiens, effectivement. Une dernière question là qui me vient, c'est quelle force, quelle émulation vous trouvez dans un contexte comme celui-là pour suivre la bataille? Comme ici. در اینجا بودن چه کمکی به شما میکنه و چه قدرتی به شما میده برای نوشتن. این صدا که داره قدرت منو کم میکنه. Ce bruit est en train de l'affaiblir. ولی من احساس بسیار خوبی دارم از اینکه اینجا هستم. Il se sent très bien dans cet environnement. من فکر میکنم به عنوان یه انسانی که کارش تولید فکر هست، دیدن آدم هایی که فکر میکنن و تولید اندیشه و هنر میکنن، دیدن اینها خودش برای انسان یه زندگی زیباست. Alors comme intellectuel et comme quelqu'un qui produit de l'écriture, voir d'autres personnes qui écrivent, qui produisent dans tous les domaines est très stimulant et très agréable. من خوشحالم که آدمای متفاوت و بسیار ارزشمندی رو اینجا دیدم در یک محیط بسیار جذاب و زیبا و فکر میکنم 2 روز رویایی رو گذروندم. Alors il est très content d'avoir vu des gens extrêmement différents, très brillants et donc qui était stimulant, et le fait d'avoir passé ici 2 jours est comme un rêve. فکر میکنم این خیلی خوبه که آدم در یک اتاقی چند روز زندگی کنه که حتی اسم اتاق هم به شکل یک اثر هنری نوشته شده باشه. Il trouve que c'est très bien que l'on vive quelques jours dans une chambre dont le nom aussi évoque une œuvre d'art ou une personne اتاق شما اسمش چیه؟ اسم اتاق خودمون رو نمیدونم. اسم اتاق خودمون برای من آشنا نیست. اتاق 308 ولی اتاق 307 کناریم اوژن یونسکوه. Alors il ne se rappelle pas du nom de sa chambre. En tout cas le nom ne lui est pas familier, mais la chambre d'à côté est nommée Eugène Ionesco. Eugène Ionesco. من فکر میکنم که این یه شانس خوب برای من بوده. C'était une très grande opportunité pour lui. Merci. مشکل از اونوری ترجمه کردن بود. فارسی ترجمه کردن بود. Oui, bah, la connaissance du dispositif. Oui, ils ont fait une longue interview. C'était les mêmes.
Alors, je ne crois pas que la distinction entre définition, interprétation et négociation est aussi la distinction entre, disons-nous, scientifique et artistique. Parce que, à mon avis, ces trois manières pour établir la significance de quelque chose sont valides dans tous les deux domaines, artistique et scientifique. Ce que je crois, c'est que définition est la première essai d'établir la significance, the meaning. Et alors, si la définition ne marche pas, la définition ne peut pas marcher si nous n'avons pas un consensus sur, par exemple, l'encyclopédie, sur qu'est-ce que c'est la connaissance légitime, sur quels sont les critères de beauté. Si nous n'avons pas les critères solides de ce choix, nous ne pouvons pas définir. Définition est possible seulement si nous avons tous les encyclopédies, toutes les communautés professionnelles qui sont d'accord qu'il y a une seule méthode d'arriver à beauté dans l'activité artistique ou à veritas dans les sciences. Alors, si nous n'avons pas ce consensus, il faut que nous allons à interprétation. Mais nous savons très bien qu'il y a plusieurs écoles d'interprétation et nous ne pouvons pas arriver à accord si vite, assez vite. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On dit, OK, il y a interprétation, interprétation, interprétation. Alors, nous allons négocier quelles interprétations sont valables et quelles interprétations sont valides dans quelques domaines. Par exemple, nous avons vu qu'à la médecine, le cancer du prostate, discuté par tous les deux, la communauté professionnelle des médecins, ils disent, OK, nous pouvons opérer, alors pour nous, c'est la seule définition, qu'est-ce que c'est le cancer du prostate. Et il y a les patients qui sont représentés par toutes les nouvelles directions, par exemple de notre ami américain qui sont ici, et qui disent non, 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 les patients ne sont d'accord avec la définition professionnelle parce que, de point de vue des patients, c'est plus important de faire ça, ça et ça. Et alors, on négociait. Et la communauté professionnelle ne pouvons pas autoriser la seule définition, qu'est-ce que c'est que nous disons cette ou autre maladie. Et c'est pas seulement dans la médecine, c'est la même chose dans l'art contemporain. Qu'est-ce que c'est conceptualisme ou qu'est-ce que c'est, par exemple, l'art de performance, de happening. Christo, qui fait les choses dans le Reichstag, le Bundestag et au Pont de Neuf, au Central Park in New York. Est-ce que c'est l'art ou seulement une manière de faire quelque chose dans de loisirs, entertainment? Nous ne savons pas, parce qu'il n'y a pas de critères qui sont comme le modèle de maître dans Sèvres, proche de Paris. Vous avez brûlé ma deuxième...
compétences professionnelles sur les catégories, sur les médicaments, sur le financement de la... Oui, il y a un élément sectarien ici qui n'est pas si bon, mais il faut dire qu'est-ce que c'est le salut. Par exemple, vous avez l'Alfa Romeo et je Volvo. Quelles sont les chances de vous de survivre à un accident et de moi? On pense que Volvo est plus proche de salut parce que s'il y a un accident, moi, dans mon Volvo, je peux survivre mieux comme vous dans Alfa Romeo, qui n'est pas si bon dans la sécurité, qui est très bon par vitesse et design, mais pas si bon par l'accident. Mais c'est l'idée de salut. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une catastrophe? Mais il y a une autre idée de salut, ne pas aller dans la situation difficile ou dangereuse. Par exemple, si moi, je vais à ma voiture avec vélocité de 50 km par heure, et vous, 200 km par heure, quelles sont les chances de survivre de moi et de vous? Ils sont mieux pour moi, parce que moi, je vais avec vélocité de 50 km et pas de 100. Alors, il est mieux de prévenir. Alors, le salut, on peut penser sur salut comme prévenir et comme on dit en américain, damage control. Il y a l'accident, il y a, et nous faisons tout que nous pouvons pour diminuer les conséquences de cet accident. Alors pour moi, cette approche qui dit non, il est mieux pour aller 50 km et pas 200, est mieux comme l'approche qui dit nous construisons une voiture qui vous permettre d'aller à 200 et survivre. Et alors c'est la même chose avec les médecins. Il me semble que la communauté professionnelle sont comme les constructeurs de Volvo, comme les alternatives, comme par exemple notre ami américain, sont mieux comme la vélocité et régulation de ça. Et il y a bien sûr une compétition entre les deux, mais il me semble que, c'est une chose que je n'ai pas dit hier, qu'une grave change dans la manière de notre pensée sur tous les processus dans la société, c'est que nous pensons maintenant qu'il n'est pas possible de ménager, de contrôler tout le processus de la côté de producteurs, de managers, de gouvernement. Nous pensons que les patients, les clients, les étudiants, tous les hommes ont aussi une voix. Il faut être, si vous voulez, plus démocratique dans la construction de significance. Alors, il n'est pas ça que le docteur, le médecin, disons, ça, les maladies, et ça, ce sont les thérapies qui sont valides, légitimes, etc. Non, c'est aussi les patients qui pouvons dire quelque chose. On dit sur, par exemple, support pour les initiatives comme Larry et les autres. Alors, on supporte les initiatives comme les alternatives, Larry et les autres, parce qu'on croit que les patients ont aussi une voix. On peut dire aussi, OK, nous pouvons aussi décider quelle est la significance de définition de maladie, de thérapie légitime, et choses comme ça. En effet, la décision, je veux dire, la décision doit n'est pas un choix. La décision à propos du salut et à propos de la politique. Il semble le même destin la salut et la politique à propos d'Europe. J'ai vécu hier, quand on avait dit Bukowski, la semaine passée, effectivement, avec la disparition de la mur de Berlin, tel monde que le bloc oriental tend à assombrir l'Europe, une Europe qui est spécialisée dans la distinction et dans le respect des deux points de vue avec l'Ouest et avec l'Est, de telle
capable, on pourrait dire, d'avoir seul sa propre identité, mais une sorte de honte de le point de vue de l'autre, de l'extérieur, invalidant l'identité européenne même. Et alors, la culture européenne semble nier la propriété, la direction occidentale au lieu d'une culture, comment dire, provinciale à propos de l'islam, parce que l'islam, c'est l'islamisme, c'est une sorte de culture grecque du deuxième étage, la culture de la polis grecque. C'est la même culture de l'islamisme. En effet, l'occupation de toutes les terres d'Alexandre le Magno, enfin l'Afghanistan, c'est Alexandre le Magno a été l'élève d'Aristote. Alors, c'est le pire de la culture grecque qui vient à Islam. sur la culture européenne. Non, je n'ai pas d'accord, parce que, à mon avis, la chose la plus importante que nous parlons d'islam est comprendre que l'islam a inventé la Renaissance. Parce que, oui, la Renaissance. Il était 3 renaissances en Europe. La Renaissance d'ici, la Renaissance de Leonardo da Vinci, et la 3e. Il était le premier, la Renaissance islamique, le 2e, la Renaissance latinique, et 3e, la Renaissance italienne de Leonardo da Vinci, de Brunelleschi et les autres. Alors, on oublie en Europe, et c'est très intéressant pourquoi nous oublions ça, qu'il n'était pas possible de préserver tout ce qui était écrit dans le grec ancien ou le Rome ancien sans intermédiaire qui était le centre de scientifique et artistique islamique dans les premiers 5 siècles d'existence de l'islam. Et alors, je pense de Cordoba, de Bagdad, de centres comme ça. Dans cette centre, on a préservé, on a traduit tout ce que les anciens, les Grecs et les Romains, avaient écrit dans arabe, et aussi on a traduit tout ça que les astronomes des Indes, de Chine, ont écrit, et on a fait une sorte de synthèse. Et cette synthèse était traduite par les clercs dans le monastère européen, et ça a préparé toutes les conditions pour l'explosion de la Renaissance européenne. Par exemple, tous les représentatifs de la première, disons-nous, génération scientifique et artistique de l'Europe, on a parlé latin, mais aussi arabe. Parce que pour être une personne éduquée dans la période de Renaissance, disons-nous, 50 siècles, il était nécessaire d'avoir les sources, pas seulement du latin, mais aussi les sources arabes. Et alors, sans l'intermédiaire islamique, on n'avait pas la Renaissance latine, et sans Renaissance latine, bien sûr, on n'avait pas Leonardo da Vinci, choses comme ça. En effet, vous avez raison, parce que comme le cas, ah ben, on finit. C'est fini. C'est fini. Vous parlez de l'islamisme, excusez-moi, l'islamisme, pas d'islam. Ok, oui. J'ai compris. Bien sûr, sans la Magna Grecia, les Arabes, bien sûr. il faut voir qu'est-ce qu'on fait en Sicile, à différents. Oui, Sicile, Byzantium et Sicile, oui. Pourquoi les Arabes avaient de gros intérêts pour la Sicile, et que la Magna Grecia, l'Espagne non. Alors,